Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Tu préfères ou Magnésium. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Marc Dubois. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Marc Dubois, mécanicien avionique depuis plus de 10 ans maintenant. Donc mon métier consiste à réparer et inspecter des systèmes électroniques comme la communication ou les commandes de vol par exemple. Et je mets en œuvre tout ça de manière efficace pour garantir la sécurité et la performance des aéronefs. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, nous allons lui poser, comme à notre habitude, plusieurs questions, une série de questions euh, qui seront très intéressantes, je le sais d'avance. Surtout les réponses, évidemment. Donc, première question, c'est parti. Première question. Comment fonctionne la propulsion d'un avion à réaction et en quoi est-elle différente de celle des avions à hélice? Déjà, elle fonctionne bien, pour commencer. La Ah, propulsion, d'un avion à réaction, ça repose donc, comme ce qu'on dit, une action, une réaction. Donc l'action, c'est prendre de l'air, le comprimer, le mélanger avec du carburant et le brûler. Les gaz qui vont s'échapper, à l'arrière à haute vitesse sont ce qu'on appelle, la réaction, qui va produire une poussée, ce qui propulse l'avion. Donc avion à réaction, action, réaction. En revanche, par exemple, les avions à hélice, eux, ils ont un moteur à piston ou une turbine qui entraîne, une hélice, ce qui génère de la poussée en déplaçant de l'air vers l'arrière. On imagine que c'est un gros ventilateur, un gros servant et ces avions à réaction sont beaucoup plus efficaces à haute vitesse et altitude, alors que les hélices, elles, sont plus adaptées aux vitesses, beaucoup plus basses. Hem, on ne peut pas dépasser, la vitesse du son avec les hélices. En fait, d'accord. si on veut. Sinon, ça va les casser Ok, avec l'onde de choc. intéressant. Deuxième question. Deuxième question. Quels sont les matériaux les plus couramment utilisés dans la construction des avions modernes et pourquoi? Alors les avions modernes, donc le but c'est qu'ils soient le plus léger possible. Donc on va, principalement utiliser des matériaux composites. Donc ça va être de la fibre de carbone, des ailages légers tels que de l'aluminium par exemple. On a également, ça aussi pour donc la résistance à la corrosion, parce que dans l'air, mine de rien, ça corrode très vite. Et également pour supporter à des contraintes, structurelles qui sont très élevées, avec la portance et l'air qui vient, se fracasser contre, la structure et ça permet pardon, également aussi de réduire notre consommation en carburant. Hem, Tandis que, bah, la résistance structurelle, elle assure, elle, la sécurité et la durabilité, de l'avion. Intéressant. Troisième question. Comment les systèmes de navigation et autopilote des avions ont-ils évolué avec les avancées technologiques récentes? Eh bien, écoutez, au tout début, on volait à vue, hein, on regardait avec des simples cartes, du sol et on se repérait avec des points en triangulation. Maintenant, ça a bien changé, hein, on a, des systèmes d'autopilote, qui sont utilisés avec, des GPS ou des unités de navigation inertielle. Hem, ces unités de navigation inertielle, c'est grossièrement des gyroscopes. Enfin, c'est pas grossièrement, c'est des gyroscopes qui vont tourner très, très vite, rester stables et l'avion, lui, va tourner autour de ce gyroscope et un gyroscope étant fixe dans l'espace absolu, on va savoir comment se déplace notre avion et ainsi savoir où est-ce qu'on se trouve. Donc maintenant, on peut suivre des trajectoires de vol, avec des grandes précisions. On a juste à ajuster, automatiquement l'altitude, les vitesses, la direction, sans intervention humaine dans certaines conditions. Maintenant aussi, on y arrive et les logiciels d'autopilote peuvent également, gérer des situations complexes, ce qui augmente la sécurité et l'efficacité des vols, notamment à l'atterrissage, et au décollage qui sont les, hem, les phases les plus dangereuses d'un vol. D'accord. Quatrième question. Quelles sont les principales différences entre les avions commerciaux et les avions militaires en termes de concept et de performance? Alors, ayant eu la chance de travailler, sur les 2, heu, les avions commerciaux sont conçus pour transporter un grand nombre de passagers ou de marchandises sur des longues distances, de manière, efficace et confortable. Donc on privilégie
l'économie de carburant, la capacité de charge et la fiabilité. Donc, ça va être vraiment le but de rechercher une grosse portance et une stabilité de l'avion. Alors que les avions militaires, eux, sont conçus pour des performances maximales, avec des priorités sur la vitesse, la manœuvrabilité, la résistance également, et la capacité à effectuer des missions très spécifiques comme le combat, la reconnaissance ou les transports de troupes. Les avions militaires intègrent souvent des technologies avancées, comme la furtivité également, et sont construits pour rester à des conditions extrêmes. D'accord. Cinquième question. Comment les avions assurent-ils leur stabilité et leur contrôle en vol malgré les conditions météorologiques défavorables? Écoutez, on a plein de systèmes dans l'avion qui permettent de contrôler, les ailerons, les gouvernes, et c'est ce qui va maintenir en fait la stabilité du vol. En cas de turbulence ou de vent fort, le pilote ou le système autopilote ajuste continuellement ses surfaces de contrôle pour compenser les perturbations. De plus, les avions maintenant sont dotés de systèmes de vol assistés par ordinateur, ce qui améliore la réponse aux conditions météorologiques défavorables, réduisant ainsi la charge du pilote et ce qui augmente ainsi la sécurité. Ce qui fait que le pilote n'a plus qu'à vérifier tout ce qui est instrumentation pour vérifier qu'il est bien encore sa bonne altitude, sa vitesse, etc. Et plus, entre guillemets, à devoir se battre contre la machine et l'environnement. D'accord. Euh, Question sur l'innovation et l'aviation durable. Quels sont les défis techniques majeurs à surmonter pour développer des avions électriques ou hybrides viables pour les vols commerciaux, comme on nous promet, euh, voilà, comme on nous promet, voilà. Très bonne question. Ouais, très, très, très bonne question. Hem, on peut dire que, on a dedans la densité énergétique des batteries, qui est encore beaucoup plus faible que celle du carburant fossile, hein, ce qui limite l'autonomie des avions électriques. Il y a aussi des défis liés au poids des batteries, parce que malheureusement ces batteries sont très lourdes. On doit aussi les recharger avec un temps relativement long et les infrastructures nécessaires aussi pour soutenir l'avion électrique à grande échelle. Heu, les avions hybrides qui combinent des moteurs électriques et des moteurs à combustion doivent également équilibrer les systèmes pour maximiser l'efficacité sans compromettre les performances ou la sécurité. On a également, maintenant, pour, les démarrages des moteurs, des APU, des Auxiliary Power Unit, qui permettent, à la place des batteries de démarrer, le moteur, plus efficacement et Hmm, sans forcément, utiliser plus d'énergie. intéressant. Autre question. Comment les biocarburants et les carburants synthétiques pour les avions peuvent-ils réduire l'empreinte carbone globale du secteur? Écoutez, là, c'est comme pour les voitures. Les biocarburants, ils sont produits à partir de matières premières renouvelables, comme les algues, les huiles végétales, les déchets agricoles, et cetera. Alors que les synthétiques, eux, sont fabriqués par des processus chimiques, donc qui capturent du carbone. Ça, donc on le fait en usine et c'est ce qui permet de réduire les émissions de CO2 en les remplaçant par les carburants fossiles traditionnels. Hem, donc le kérosène, hein, bien sûr. De plus, on peut utiliser ceci dans des avions existants, sans modification majeure, ce qui facilite, leur adoption. Par contre, à grande échelle, c'est encore un petit peu compliqué niveau, tout, ce qui est économique et technique, hein, bien évidemment, Mhm, sinon, bah, on l'utiliserait déjà aujourd'hui et les les vols seraient beaucoup moins chers. d'accord. Quelles sont les innovations récentes dans la conception des ailes d'avion pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant? Et bien, ça donc, ça existe déjà, hein. On a, l'utilisation de formes d'ailes plus efficaces comme, les ailes à envergure variable ou les ailes en flèche inversée, qui réduisent la traînée aérodynamique. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est de la portance en réduisant la traînée. Donc la portance qui aide à soulever l'avion et la traînée qui, elle, en fait, hem, va venir, heu, tirer l'avion, si on préfère. Hmm, L'intégration de winglet également, c'est des petites extensions, aux extrémités des ailes, permet de réduire la traînée induite par la portance.
De plus, les techniques de fabrication de matériaux composites plus légers et plus résistants contribuent à une meilleure efficacité énergétique en réduisant le poids des ailes tout en maintenant leur résistance. Mais malheureusement, comme je l'ai dit avant, en fait, dès qu'on a de la portance, on a de la traînée. Donc on ne peut pas supprimer totalement la traînée, mais on arrive quand même à la réduire de beaucoup. D'accord. Comment les systèmes de gestion du trafic aérien vont-ils devoir évoluer pour intégrer les avions autonomes et les drones dans l'espace aérien? Ouais, très bonne question. Très bonne question, très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Alors, pour gérer une plus grande complexité due à l'intégration des avions et des drones, euh, on va devoir évoluer de manière à ce qu'on opère souvent à des altitudes différentes et, euh, et utiliser des corridors aériens distincts. Ça inclut le développement de nouvelles technologies de communication, de surveillance, euh, comme le transpondeur, hein, par exemple, qui permet d'assurer une coordination sûre et efficace, ainsi que des systèmes d'IA qui automatiseraient en fait certaines décisions du contrôle du trafic. Donc déjà, ça nous aide parce que on établit par contre des nouvelles règles pour gérer l'intégration harmonieuse de ces véhicules dans l'espace aérien. Ça nous aide aussi dans tout ce qui va être coordination de sûreté et d'efficacité. Et ça évite donc aussi l'erreur humaine qui est la responsable de plusieurs problèmes dans les avions, hein, et, souvent, quand il y a un accident d'avion, on crash, c'est majoritairement une faute humaine, hein. C'est pas une faute des instruments. D'accord. Quels sont les principaux obstacles à l'adoption généralisée des avions à hydrogène et comment l'industrie aéronautique y fait-elle face? Hum, les obstacles incluent la production et le stockage sécurisé de l'hydrogène, ce qui nécessite des infrastructures spécifiques et coûteuses. Euh, L'hydrogène aussi, elle est stockée à très basse température et sous haute pression, ce qui peut poser des défis techniques pour le transport et le ravitaillement. En plus de ça, la modification des moteurs d'avion pour qu'ils fonctionnent à l'hydrogène, tout en maintenant les performances et la sécurité, c'est un défi majeur parce que c'est quand même relativement dangereux d'avoir ça sous pression. Euh, Ça peut être considéré limite comme une bombe à retardement. Imaginez-vous vous crachez sur une école, si ça pète, ça va faire des dégâts. Ouais, j'imagine. Donc, l'industrie va répondre à ces défis par la recherche et le développement de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas encore. Mais peut-être prévoir ça dans le futur, hein. On ne sait pas. On ne sait pas, en effet. C'est très 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 intéressant. Et malheureusement, nous sommes arrivés au bout des questions, il me semble. Auriez-vous des messages à faire passer, des choses à promouvoir, un mot à faire passer, tout ça? Quelque chose à dire sur vous, tout simplement, je Euh, sais pas. Pas particulièrement, hein, ma vie est banale, hein, vous savez. Rien? Rien? Bah, non, pas grand-chose. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas grand-chose. Bon bah, c'est la fin de ce podcast. On se retrouve dans le prochain podcast. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir, bonne soirée.